Voilà, bonsoir. Je vous propose qu'on démarre cette rencontre avec Alban Giraud-Charéron. Je m'appelle moi Jérôme Bergerot, je serai votre modérateur de la manifestation de cette soirée. Alors comme vous avez pu sans doute le constater, et comme on vous l'a dit un peu en entrant dans cet amphithéâtre, malheureusement, Alban n'est pas parmi nous ce soir, puisque, vous le savez, je viens de recevoir d'ailleurs une petite alerte sur mon appli de la SNCF pour les prévisions de trains de circulation. Donc, comme elle avait des impératifs demain matin assez tôt à Paris, elle n'a pas souhaité jouer à la loterie. Et donc, on vous propose cette conférence en interaction avec elle. Et là, c'est tout de suite où on voit que la soirée va bien se passer ou mal se passer. Si je lui dis bonsoir et qu'elle me répond, ça se passe bien. Bonsoir, Alban. Bonsoir Jérôme. Oh, ça va, alors super, ça fonctionne bien. Merci beaucoup d'être parmi nous pour nous raconter cette belle histoire de Blablacar. Nous allons procéder de la sorte. Je vous propose, Alban, de prendre une quarantaine de minutes durant lesquelles on interviendra tous les deux pour présenter Blablacar. Et puis ensuite, eh bien, on ouvrira avec la salle. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, puisqu'on a des caméras qui sont disposées, vous les voyez bien. Simplement vous dire que la moyenne d'âge, bon, c'est Blablacar en moins, puisque je crois que chez vous, c'est 29 ans de moyenne d'âge. Là, on les a pas si on exclut un ou deux membres de l'Assemblée. Je les regarde pas trop fort, parce que sinon, après, ils vont m'en vouloir. Mais voilà, on est largement en dessous. Donc voilà, ce sont des jeunes, voire des très jeunes. Et je vais vous passer la main dans quelques instants en disant d'abord que vous faites partie de la division. Alors, il faut parler anglais chez Blablacar. Bon, dans le monde d'aujourd'hui, il faut parler anglais aussi. Mais chez Blablacar, vous allez voir, les slides, ils sont tous en anglais. Et donc, vous faites partie de la division Talent Acquisition. Donc, autrement dit, ce sont les RH d'aujourd'hui. Ça fait partie de l'équipe chargée des ressources humaines. Et vous êtes en charge plus particulièrement du recrutement. Et on en parlera après cette conférence. C'est un moment un peu fort dans la vie de l'entreprise, puisque vous allez recruter de nombreuses personnes en CDI. Vous savez qu'en ce moment, il y a des gens qui manifestent dans la rue pour un certain nombre de choses. Et donc, Blablacar va embaucher dans les mois qui viennent un certain nombre de CDI. Alban, vous êtes prête ? Je suis prête. Super. Eh bien, alors, écoutez, on vous écoute avec plaisir. Donc, nous raconter cette entreprise, cette aventure partenariale qui est Blablacar. Je serai le monsieur qui manipule la souris en espérant que je puisse suivre pile poil ce que vous nous direz. C'est à vous. Ok, parfait. Bonsoir à tous. Donc encore désolée de ne pas être là, mais ça va très bien se passer en visioconférence. Et puis je serai bien sûr à votre dispo pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez vous poser sur Blablacar et puis un petit peu sur le parcours entrepreneurial qu'on a suivi depuis 10 ans maintenant. Donc comme l'a dit Jérôme, donc moi je m'appelle Alban, j'ai rejoint Blablacar il y a 8 mois, donc je suis déjà une vieille parce qu'on accueille pas mal de nouveaux toutes les semaines. Et effectivement, je viens de changer un petit peu de poste et donc là, je suis sur du recrutement. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors déjà, pour jauger un petit peu les personnes que j'ai devant moi, est-ce que certains parmi vous ne connaissent pas... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a fait des essais tout à l'heure et on ne vous entend plus. C'est-à-dire que quand on passe le slide, on ne l'entend plus. Est-ce que vous nous entendez, Alban ? Je crois qu'elle nous entend, elle nous l'a dit tout à l'heure, mais nous, on ne l'entend plus. Alors, il y a un petit souci technique. Là, vous nous entendez ? Oui, très bien. Voilà, on a un petit souci technique à régler, mais je ne doute pas qu'on va... Non, on ne va pas le régler ? Non, d'accord, ok. Le monsieur me fait voilà. À chaque fois qu'on envoie le slide en plein écran, malheureusement, on vous perd. Voilà. Donc on va faire un essai. Est-ce qu'on peut le faire peut-être en PIP on va faire des essais comme ça en live. Pardon pour... Et si on met Alban dans le PIP ? Voilà. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que vous m'entendez là toujours ? C'est bien ce qui me semblait. Donc là, on est face à un petit souci. Elle ne nous entend pas. Enfin, je pense qu'elle nous entend, mais nous, on ne l'entend plus. Dès qu'on envoie quelque chose, dès qu'on envoie une source, elle ne nous entend plus. Alban, est-ce que vous m'entendiez pendant que je racontais un certain nombre de choses ? Oui. Oui, donc c'est ça. Elle nous entend, mais quand elle nous parle, on ne l'entend plus. Voilà.
Donc, comment faire? Est-ce qu'on a besoin des diapos? On peut s'en passer, hein, mais voilà, c'est quand même mieux avec des images. C'est toujours mieux avec l'illustration en images. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, alors je vais regarder ça. Vous avez un PC? Vous avez plutôt une marque à la pomme? Un PC? Un PC. Alors, je ne pourrais pas vous aider. Ah, parfait. Super. Eh bien, génial. Ben, vous allez même commander tout ce que... est-ce qu'on l'entend? Allez-y, parlez. C'est bon? Tout est OK? C'est super. Voilà, ben voilà. Alors, vous alliez commencer, on recommence. Donc, pour les personnes qui ne sont arrivées il y a quelques instants, malheureusement, Alban n'a pas voulu jouer à la roulette russe pour demain matin et prendre un train sur lequel elle comptait. Et elle est donc en visioconférence avec nous. Ça fonctionne. Maintenant, vous allez nous raconter l'histoire de Blablacar. Et je vous laisse la main et on se retrouve je vous relancerai de temps en temps et on se retrouvera évidemment pour une séance de questions-réponses avec les personnes qui sont dans la salle. C'est à vous. Vous parliez d'un sondage. Vous vouliez commencer par faire des questions, je crois. Ok, tout à fait. Je voulais savoir qui dans la salle ne connaissait pas encore Blablacar. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Blablacar? Alors, levez la main. Non? Personne? Ah, Si. quand même. Ok. C'est assez majoritaire. Okay. Hein. Ouais. Au moins les 2/3. Ok. Parfait, très bien. Donc je vais revenir très rapidement sur le concept en soi de Blablacar, qui est donc le covoiturage longue distance. Donc effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en relation des conducteurs avec des passagers qui souhaitent effectuer le même trajet et leur permettre de partager les frais. Voilà, donc le concept est très simple, mais c'est important de reposer un petit peu les bases. Donc l'idée, c'est vraiment que nous, on est sur un créneau du longue distance, pas du court distance. C'est principalement de ville à ville. Et c'est sur un prix, donc un indice kilométrique qui est assez précis pour proposer un prix à nos passagers et nos conducteurs. Donc c'est pas un service à la demande comme peuvent le faire d'autres entreprises comme Uber par exemple. Donc c'est bien quelque chose de différent. Et c'est quelque chose notamment en France qui est inscrit dans la loi. Donc il y a un article du Code du transport qui se réfère au covoiturage et qui définit bien justement ces différents critères. Alban, vous m'entendez? Je me permets simplement de vous interrompre parce que moi je connais la présentation et là on n'a qu'un bout de l'image en fait. Donc il faudrait essayer de dézoomer parce que là si les prochains slides continuent comme ça on n'aura pas du tout les courbes. Donc on a par exemple voilà, là on n'a encore qu'un seul bout. Non, encore. Ah ben voilà, vous êtes une femme parfaite. Merci beaucoup. Oh, nickel. Parfait, donc vous avez tout. Alors l'idée c'est de voir les deux atouts aujourd'hui de Blablacar, les deux choses qu'on a mises en avant. C'est dans un premier temps donc avoir un moteur de recherche, donc une plateforme qui est présente sur ordinateur ou sur application mobile, donc avec iOS et Android. Et à côté de ça, à côté de ce produit, de cette application, c'est d'avoir une communauté de confiance. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est fondamental. Je reviendrai plus longuement dessus tout à l'heure. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Je sais pas si c'est le bon conte de Noël à l'américaine pour un petit Français. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire dans la salle ou pas? Ah ben voilà, vous allez donc raconter une histoire qui me semblait connue, mais qui visiblement ne l'est pas. Donc c'est l'histoire de Noël de quelle année? On est en quelle année? On est en 2003. En 2003, oui, c'était un siècle pour toute la jeunesse qui est là. Voilà, donc en 2003, on payait tout juste en euros, tiens, mine de rien. Oui, ça nous remonte à quelques années. Je vous laisse la raconter, cette histoire, donc ce beau conte de Noël. Tout à fait.
Donc effectivement, on revient en décembre 2003. Donc Frédéric Mazella, qui est le CEO de Blablacar, le PDG de Blablacar, donc à cette époque-là était donc travaillait sur Paris, et donc vient le temps forcément des fêtes de fin d'année et l'envie de retrouver ses proches. Et du coup, lui étant basé à Paris et sa famille en Vendée. Il regarde un petit peu voilà les solutions de voyage pour retrouver ses proches. Et c'est vrai que les trains étaient complets ou très chers. Et du coup, à ce moment-là, il se dit mais c'est quand même dommage. Il y a énormément de voitures qui circulent sur les routes avec des places vides. Autant pouvoir voilà partager les frais et puis bénéficier d'une place dans cette voiture. Donc malheureusement rien de tel n'existait à l'époque, et du coup donc c'est sa sœur qui habitait au Havre qui va faire un détour pour venir le récupérer et puis le ramener en Vendée. Et en fait, je raconte ça parce que c'est vraiment là où Frédéric a eu le déclic. L'idée a lui-même ressenti le besoin du produit Blablacar. Et du coup, à partir de ce moment-là, il s'est un peu enfermé pendant 72 heures sans dormir à vraiment penser le Blablacar en fait d'aujourd'hui, même si on verra tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs étapes, mais du coup voilà, c'est comme ça que l'idée de Blablacar est née. Et puis après donc ça c'était en décembre 2003. Après, Frédéric a travaillé sur ce concept pendant les week-ends, les soirées, a investi pas mal de temps là-dessus. A décidé de compléter sa formation, qui lui a plutôt une formation de scientifique à la base, donc de compléter cette formation par un MBA dans une business school pour justement mieux appréhender les enjeux de business de la création d'une entreprise. Et puis après en 2006 on a la création donc de covoiturage.fr, donc l'ancien nom de Blablacar. Et puis après une autre étape clé qui a été en 2009, en janvier 2009, le recrutement de la première employée de Blablacar, et vraiment le kick-off un petit peu de l'entreprise et du développement de Blablacar. Donc on peut voir qu'il y a eu quand même pas mal de temps, enfin un certain laps de temps où le concept de Blablacar a été pensé, où il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des business models. Je reviendrai là-dessus. Donc il y a eu pas mal de tests et c'est important de le rappeler aussi, je pense, pour tous ceux qui veulent entreprendre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on pense à Blablacar en se disant il fallait avoir l'idée et puis moi aussi j'aurais pu le faire, mais c'est vrai que c'est une vraie aventure entrepreneuriale dans ce sens-là. Alban, n'oubliez pas de temps en temps d'appuyer sur les slides, puisque c'est vous qui les commandez maintenant. Simplement, voilà, donc là c'était l'histoire de Noël avec le trajet entre Paris et la Vendée. Simplement pour que les étudiants, notamment en grand nombre dans la salle, et les autres étudiants un peu moins jeunes, comprennent qui est toujours Frédéric et pourquoi il a eu cette idée aussi, parce que je crois que c'est une expérience vécue du temps où il étudiait aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc Frédéric Mazella, donc à la base, lui, il était pendant sa tendre enfance, adolescence, c'était quelqu'un qui était passionné de musique. Il a songé à faire une carrière dans la musique et notamment dans le piano. Et finalement, il a décidé de faire une prépa scientifique. Il a fait l'ENS Cachan, donc plutôt en physique. Il a complété sa formation par un échange à Stanford en Californie, donc toujours sur des sujets scientifiques, et c'est notamment là en Californie où le covoiturage était développé notamment sur des courtes distances, où voilà, il a pu aussi voir un petit peu que voilà, ça existait sur cette distance-là. Et du coup, ça a été un premier déclic pour lui. Et puis ensuite, donc il a travaillé pour la NASA aussi aux États-Unis. Puis après, il est rentré en France. Donc voilà, l'envie de revenir un petit peu au pays, et puis l'envie aussi d'entreprendre, c'est quelque chose. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il avait
énormément d'idées d'entreprises, enfin de projets à construire et il a décidé de se concentrer sur justement l'idée de covoiturage qu'il a eue à ce moment-là. Voilà, donc le covoiturage en Californie était très développé avec des lignes, des lanes, des fils réservés entièrement aux voitures. On n'a pas encore ça malheureusement en France, mais voilà, donc on évite les bouchons sur les highways américaines en étant à plusieurs dans la voiture, et c'est comme ça que l'idée a germé. Bah, voyons maintenant, puisque vous l'avez cité, les business models, puisque aujourd'hui on connaît le business model de BlaBlaCar en 2016, mais ça n'était pas celui du démarrage. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous, on a expérimenté plusieurs business models. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Alors, donc un business model qu'on a testé, c'est plutôt d'être sur du B2B. Donc l'idée, c'était de pouvoir vendre des plateformes de covoiturage à des clients. Donc on a travaillé avec plus de 200 entreprises qui souhaitaient faire bénéficier du covoiturage soit à leurs employés, soit à leurs clients. Donc voilà, on a fait ça pendant quelques années. On a finalement arrêté ce business model-là, tout simplement parce que ça demandait forcément de s'adapter à chaque fois en fonction de son client et du coup de passer beaucoup de temps pour packager un petit peu le produit qui correspondait parfaitement aux attentes. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de développement et notamment ce souhait de faire en sorte que le covoiturage soit une pratique mainstream et d'assurer un développement à l'international, ça ne nous permettait pas d'aller aussi vite que l'on le souhaitait. Donc ça, on a arrêté celui-ci. On a aussi testé donc de positionner de la publicité sur notre plateforme. Donc ça a pas marché. Ça a pas marché du tout. Tout simplement parce que déjà, dans un premier temps, ça n'apportait pas de valeur ajoutée à notre plateforme. De deux, le taux de clic de nos membres était très faible sur les publicités. Parce que c'est vrai que quand on va sur une plateforme de covoiturage, on a déjà une idée on a déjà une idée en tête, c'est voilà, proposer son covoiturage ou aller en chercher un. On n'est pas sur des espaces où on va voilà, chercher de l'information et on est plus ouvert, on va dire, à ce type de sollicitation. Donc ça, on a arrêté. On a testé le business model donc premium. C'était l'idée que les conducteurs qui souhaitaient mettre en avant leur offre de covoiturage payaient un supplément en fait à la plateforme pour l'avoir voilà en tête de liste. Donc ça, c'était pas vraiment adapté au final à notre cible et très peu en fait étaient demandeurs de cette visibilité supplémentaire sur le site. Donc pareil, ça on a arrêté également. Alors le business model Merci, en fait le système Merci, c'est un système de mise en relation d'un téléphone vers un autre en appelant un 0800. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la plateforme BlaBlaCar en France était gratuite, donc les personnes communiquaient librement leur numéro de téléphone portable par exemple, et donc du coup c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient assez frileuses, ce qui se comprend, de publier leur numéro de téléphone, et du coup on a mis ce système là en place qui faisait que donc les passagers avaient pas le 06 du conducteur mais appelaient ce 0800 pour être mis en relation avec le conducteur. Finalement, on a aussi arrêté ce business model-là, parce que ça nous permettait pas non plus de nous développer à très grande échelle. On reviendra un petit peu sur les chiffres clés de BlaBlaCar aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps, pas mal de gestion aussi de stockage des données, et qui ne permettait pas non plus de résoudre les soucis qu'on avait à cette époque-là des annulations de dernière minute. Voilà, on n'a jamais testé le système d'abonnement.
On a souvent cette question, mais en fait, on n'a jamais souhaité mettre en place le système d'abonnement pour les conducteurs ou pour les passagers, tout simplement parce que mettre une barrière financière au début, avant même de pouvoir tester la plateforme et voir si on avait effectivement le covoiturage qu'on recherchait, ne nous semblait pas très juste vis-à-vis de nos membres. Du coup, celui-là, on l'a jamais testé. Un autre qu'on a testé et qui fait écho un petit peu à ce que Isabelle disait en intro, c'est on a travaillé avec pas mal de structures qui organisaient des événements, qui étaient assez friandes aussi du covoiturage, pouvoir proposer le covoiturage à leur clientèle. Donc du coup, on a travaillé sur ce projet Agenda by Commuto, Commuto qui est le tout premier nom de BlaBlaCar. Et finalement, on n'a pas continué non plus là-dessus. On avait assez peu de clients au final demandeurs de ce système-là. Et enfin, celui qui marche. Pardon ? Celui qui marche aujourd'hui. Celui qui marche aujourd'hui, qui est approved. Donc c'est le système transactionnel, le business model transactionnel avec un système de réservation en ligne, donc pour les passagers qui vont donc payer leur place auprès du conducteur ainsi qu'une commission pour BlaBlaCar. Donc ça, voilà, c'est le système, l'unique business model qui est en place aujourd'hui et qui nous permet justement d'assurer notre développement. Donc vous voyez en bas du slide, on a une de nos valeurs, je reviendrai aussi là-dessus, sur une de nos 10 valeurs chez BlaBlaCar, Fail, Learn, Succeed. Donc c'est vraiment le propre de l'état d'esprit entrepreneurial qui se retrouve aujourd'hui encore chez BlaBlaCar. Donc voilà, ne pas avoir peur de tester plusieurs business models avant de trouver le bon. Je pense que c'est un élément important. Alors, pour ne rien vous cacher, Alban, on ne voit pas ces trois mots puisqu'ils sont cachés par la petite fenêtre d'incrustation dans laquelle vous apparaissez à l'écran, mais on les devine avec ces trois lettres F, L et S qui sont juste en bas à gauche. Voilà, donc je tenais à le préciser. Nous avons maintenant eu la belle histoire de Noël, un peu cette illumination sans faire de mauvais jeu de mots. Ensuite, on a eu le business model et maintenant, évidemment, pour faire fonctionner tout ça, il faut des moyens. Et BlaBlaCar a été au cœur de l'actualité assez récemment puisque ça a été l'une des entreprises qui a levé énormément de capitaux récemment. Je ne vais pas prendre vos informations, mais en tous les cas, je crois que c'est la championne de la dernière levée de fonds qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Oui, tout à fait. Donc je vais revenir aussi un petit peu là-dessus. C'est un élément qui est important et qui permet justement d'assurer le développement de BlaBlaCar. Donc concernant les levées de fonds, donc comme je disais, 2009 c'est une étape clé dans l'histoire de BlaBlaCar. Donc en 2009, on lève donc 600 000 euros. Donc cette levée de fonds s'est faite principalement auprès de quelques business angels, du réseau aussi de nos trois fondateurs, donc Frédéric Mazella qui est celui qui avait l'idée originelle, Francis Napes qui est le CTO et Nicolas Brusson le COO. Donc voilà, ils ont réussi à lever cette première somme qui leur a permis de vraiment développer le BlaBlaCar donc en France et puis de commencer à recruter les premiers. Donc en 2009, ils étaient 8 à la fin de l'année. Oups. Pardon. C'est ça. Alors la suite, on ne verra pas aussi puisque votre écran apparaît juste en bas à gauche votre incrustation apparaît juste en bas à gauche. Donc je répéterai les chiffres si jamais les spectateurs ne les ont pas. Donc on passe en 2010 maintenant. Tout à fait. En 2010, donc une deuxième levée de fonds de 1,2 million d'euros auprès d'un fonds d'investissement ESAI, donc qui cherche à miser sur justement des entrepreneurs. En fait, on vous déplace dans l'incrustation, donc c'est parfait. Allez-y, pas de problème. Donc voilà, et cette deuxième levée de fonds, comme vous pouvez le voir sur la carte,
nous permet de débuter dès le début en fait notre expansion internationale. Ça c'est une idée forte en fait qu'il y a chez Blablacar depuis les tout débuts, c'est de se dire on va pas développer Blablacar en France, attendre d'être mature sur le marché pour pouvoir ensuite aller se développer à l'international. Dès le début, la vision a été de se déployer à l'international très rapidement. Donc en 2010, on a le UK. Ah, oups, sur le mauvais, ça va pas, j'ai le mauvais déclic. Donc 2010. Ensuite 2012, donc 10 millions de dollars avec deux fonds, donc Eisai et Accel Partners. Donc là où on commence vraiment à se déployer en Europe. Ensuite 2014, une quatrième levée de fonds de 100 millions de dollars auprès principalement de fonds d'investissement américains. Où là on commence déjà à aller vers le grand international en Russie, en Inde, au Mexique et en Turquie. Et ensuite en 2015, donc la dernière, en septembre dernier, donc 200 millions de dollars, qui nous permet de vraiment asseoir notre présence à l'international et puis de permettre de continuer notre développement à l'international. Donc on a notamment ouvert au Brésil en décembre dernier. Je me permets voilà. de vous interrompre, Alban. Aujourd'hui, Blablacar est valorisé à 1 milliard, hein, c'est ça, d'euros ou de dollars, 1 milliard de dollars. Donc c'est quand même pour vous montrer le poids de la valorisation de cette entreprise Made in France. Tout à fait. On parle justement de licorne. Donc on en a quelques-unes en Europe, mais du coup ça fait partie justement de ces startups, de ces sociétés qui sont valorisées à cette hauteur-là. Donc voilà. Alors, je vous laisse reprendre la parole peut-être. Non, mais je vous en prie, allez-y. On continue sur ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, c'est un élément qui est vraiment fondamental au-delà des chiffres de levée de fonds, etc. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Blablacar fonctionne, le covoiturage longue distance comme on l'entend continue à se développer. Et ça, c'est vraiment un sujet majeur pour nous. Alors, ce qui fait que ça marche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, au-delà d'avoir un produit performant sur desktop et application mobile, c'est comment est-ce qu'on a réussi à créer une communauté de confiance. C'est ça la base. C'est de se dire, il y a quelques années en France, on pouvait se dire, monter dans la voiture d'un total étranger et faire 4-5 heures de route avec lui, ça paraissait quand même assez impensable. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on a réussi justement à instaurer cette confiance-là entre des membres d'une même communauté. Donc on a travaillé sur un peu une théorisation entre guillemets de ce concept de la confiance qui je pense peut être appliqué en fait à beaucoup de startups qui travaillent dans l'économie collaborative. Et donc nous on a identifié 6 piliers qui instaurent justement de la confiance entre deux membres de Blablacar. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle Dreams. Donc en plus ça sonne bien. Mais je vais revenir un peu justement sur ces 6 piliers. Décidément, pardon pour ça, j'appuie à chaque fois sur le mauvais bouton. Je me suis un peu avancée quand j'ai dit que vous étiez une femme parfaite. C'est gentil, Jérôme. Je vous en prie, c'est cadeau. Alors, allons-y. Donc le premier. Alors le premier pilier, donc c'est le D pour Declared. Le premier pilier de la confiance, c'est tout simplement d'avoir des personnes qui vont créer leur profil sur Blablacar, qui vont donner leur prénom, leur âge, leurs préférences. Donc on voit les différents petits icônes. Donc je vous explique en même temps d'où vient Blablacar. Donc on peut indiquer si on est plutôt blabla ou blablabla. Donc c'est le niveau de discussion en fait qu'on souhaite avoir dans une voiture. Si on fume ou pas, si on aime écouter de la musique, etc. Et une petite bio. Donc ça, ce qui est important, c'est que et une photo, bien sûr, j'oublie la photo, mais ce qui est important, c'est que tous ces éléments-là vont être checkés, vont être contrôlés par Blablacar. Donc vous n'allez jamais pouvoir retrouver sur Blablacar,
je sais pas moi, quelqu'un qui a mis une photo d'un dessin animé ou d'une star, je ne sais quoi, qui n'est pas du coup sa vraie photo. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Là sont vérifiées. Tout simplement parce que c'est un élément de confiance qui est très important au sein de la communauté. Donc il y a ce premier pilier. Le deuxième, le R, c'est pour ratings, donc c'est le système d'avis que vous allez retrouver pareil sur pas mal d'autres plateformes, mais c'est voilà, le fait de poster un avis sur un passager ou un conducteur avec qui on a effectué le voyage, donc avec un système d'étoiles et puis un petit commentaire. Donc ça, quelqu'un, si vous allez sur la plateforme Blablacar, forcément vous allez avoir plus confiance envers quelqu'un qui a 30 avis ultra positifs, bidule était génial, le trajet super agréable, très bon conducteur, etc., plutôt que quelqu'un qui va avoir 2 avis pas très positifs. Donc ça, c'est un élément de confiance qui est très important. Le troisième, le I, donc c'est pour engaged. Donc ça revient aussi un petit peu au business model que j'évoquais tout à l'heure. En fait, donc c'est le fait de se sentir engagé par le fait de réserver en ligne. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a quelques années en France, on avait une plateforme gratuite où les gens interagissaient voilà, entre eux, s'échangeaient leurs coordonnées, payaient de main à main leur trajet. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, on avait un taux d'annulation de dernière minute avec toutes les excuses qu'on peut imaginer, parce que les gens ne se sentaient pas engagés. Donc, on avait, pour vous donner quelques chiffres, on avait un taux d'annulation de dernière minute ou de no-show de 30%, ce qui est quand même assez énorme. Donc, ce qui incitait aussi les conducteurs à faire du surbooking pour être sûr d'avoir leurs 2 ou 3 places donc qui puissent être prises par des covoitureurs. Donc voilà, ça apportait pas vraiment un niveau de confiance assez important. Donc avec le système de réservation en ligne, les gens se sentent plus engagés et du coup on a un taux d'annulation de dernière minute qui est à moins de 2%. Donc ce qui est vraiment très faible, avec des conditions aussi de remboursement qui sont mieux établies. Donc ça c'est pour le I. Ensuite on a le A, donc pour active, donc tout simplement quelqu'un qui s'est connecté, je sais pas moi, hier, qui a un taux de réponse aux questions qu'on peut lui poser qui est important, va générer un niveau de confiance au sein de la communauté. Ensuite, le M, c'est pour moderated. Donc, c'est le fait que tout ce qui est numéro de téléphone, mail, les éléments aussi liés à votre compte bancaire sont vérifiés par notre équipe. On a une équipe de plus de 100 personnes qui travaillent donc chez Blablacar, qui vont modérer tout le contenu qui s'échange sur la plateforme et vérifier assurer l'authenticité de ces informations-là. Et enfin, le S, donc c'est pour social. Donc c'est le fait de pouvoir connecter son profil Blablacar avec son compte Facebook, son compte LinkedIn ou autre. Donc ce qui permet de voir que la personne a, je sais pas moi, 300 amis sur Facebook. Voilà, on sait que c'est quelqu'un voilà, qui est une vraie personne entre guillemets, qui est sociable, etc. Donc voilà les 6 piliers de la confiance, en sachant que ces 6 piliers forcément vont avoir un niveau d'importance différent selon les pays où on est établi. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur le S de social, en Inde, c'est un élément qui va être fondamental. C'est vraiment un truc qui va être très important pour asseoir, on va dire, la confiance qu'on peut accorder envers un autre membre. En France, ça va peut-être l'être un petit peu moins, mais du coup, voilà, il y a des niveaux qui sont un petit peu qui diffèrent selon les pays. Et de manière transversale, donc vous l'avez un petit peu abordé, Alban, la confiance, ce serait le pilier un peu majeur de toute l'architecture que vous venez de nous présenter. D'ailleurs, vous avez fait une enquête justement et que vous allez nous présenter.
Tout à fait. Exactement. C'est vraiment, c'est vraiment un élément fondamental. Et donc, au-delà de théoriser un petit peu ce modèle de la confiance, on a décidé de faire une enquête. Donc, l'année dernière, on est en train d'en refaire une cette année. Donc, on a fait une enquête avec en association avec le BIP, donc un institut de sondage. Donc, on a fait cette enquête auprès de plus de 18 000 membres Blablacar dans 11 pays. Et l'idée, c'était de voir un petit peu le niveau de confiance qu'on allait attribuer. Donc ça, vous voyez les chiffres, c'est sur 5. Donc par exemple, moi, je vais accorder un niveau de confiance envers un étranger, quelqu'un que je vais croiser dans la rue, de 1 sur 5. Vis-à-vis d'un voisin, 3,1 sur 5. Friends and family, donc 4,7 sur 5. Encore heureux. Et donc, on leur a posé la question de où est-ce qu'ils positionneraient un membre Blablacar qui a rempli son profil Dreams. Donc, il y a sa photo, sa bio, sa photo, sa bio, c'est ça, vérifier son numéro de téléphone, etc. Est-ce que vous avez une idée d'un chiffre qu'on pourrait donner sur le niveau de confiance accordé envers un autre membre? C'est sur 5. Alors je fais un petit sondage pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez une idée entre 1 et 2? Levez la main. Personne. Entre 2 et 3? Ouais, il y en a quand même pas mal. Entre 3 et 4? Ok. Et au-dessus de 4? Ils sont 2 à penser, 3 à penser au-dessus de 4. Ok. Super. Roulement de tambour. Alors, voilà. On est à 4,3 sur 5. Ouais, bravo, je te vois au fond de la salle, bravo à toi. Donc on est à 4,3 sur 5. Donc nous, on a été assez étonnés en voyant ces chiffres. Mais ce qui montre vraiment que c'est un élément fondamental pour nous, c'est d'avoir réussi à instaurer cette confiance-là au sein de notre communauté et continuer à la faire vivre et à assurer justement le bon fonctionnement de la plateforme à travers cette communauté. Alors, donc, la confiance, si c'est un élément qui vous intéresse, on a plein de supports, plein de choses. Donc, on voit Frédéric qui explique justement ce modèle Dreams at le web. Il a fait également un TEDx, donc je sais qu'il y en a eu aussi au Mines Nancy, un TEDx donc à la Sorbonne sur Trustman, donc vous pouvez retrouver ça, un peu notre super héros de la confiance. Donc on a un site qui s'appelle betrustman.com où vous pourrez retrouver justement pas mal d'infos sur cette notion de confiance au sein de Blablacar, mais qui peut encore une fois s'appliquer sur d'autres structures de l'économie collaborative. Vous voyez Trustman, notre super héros. Et on a une de nos 10 valeurs qui est donc In Trust, We Trust, parce que c'est vraiment un élément fondamental aussi au niveau de l'organisation, on va dire, et des gens qui travaillent chez Blablacar. Alors depuis 2003, vous nous avez raconté un certain nombre de choses avec des points économiques, les valeurs également que vous souhaitez développer. Et maintenant, je propose que dans ce chapitre, on puisse voir ce qu'est Blablacar aujourd'hui, au mois d'avril 2016. Nombre de membres, potentiel encore dans les pays qui sont à développer. Dites-nous, Alban, où est-ce qu'on en est? Tout à fait. Alors, donc aujourd'hui, par rapport à notre communauté, donc aujourd'hui, on compte, donc on était à 20 millions de membres fin 2015. Aujourd'hui, donc on est à plus de 25 millions de membres, donc à l'international, qui ont voyagé avec Blablacar, qui voyagent avec Blablacar. Alors ça, c'est une question que je me permets de vous poser. On peut avoir des membres, c'est pas trop compliqué. Des membres actifs, c'est plus compliqué. Est-ce que quand vous nous dites que vous avez 25 millions de membres ou récurrents, est-ce que ce sont des utilisateurs ou est-ce que moi, si une fois j'embarque quelqu'un ou j'utilise Blablacar, j'en fais partie? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Tout à fait. Très bonne question. Donc, c'est aussi des indicateurs qu'on va regarder. Donc là, par rapport aux 25 millions de membres que j'évoque, c'est notre communauté au global. Donc, si vous êtes inscrit sur Blablacar et vous avez effectué qu'un trajet,
vous allez être un de nos 25 millions de membres, même si vous ne l'avez pas utilisé depuis 4 ans. Donc c'est intéressant justement de rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Donc nous, un chiffre qu'on va regarder, parce que c'est un chiffre plus réaliste sur la communauté active de membres BlaBlaCar. Donc aujourd'hui, on a 10 millions de membres qui voyagent avec BlaBlaCar chaque trimestre. Donc ça, c'est vraiment le chiffre des voyageurs, des membres actifs sur BlaBlaCar. Donc on voit que c'est un chiffre qui est en nette progression depuis pas mal d'années, puis ça continue à progresser de manière assez exponentielle. Alors après, par rapport à notre croissance, sur les nouveaux membres qu'on a chaque mois sur notre plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, donc la France reste un pays important pour BlaBlaCar. C'est le pays où est né BlaBlaCar. Aujourd'hui, donc c'est 20% de nouveaux membres qui sont basés en France, et on voit que 80% proviennent de l'international, donc provient des 21 autres pays où est basé BlaBlaCar. Donc voilà, donc ça c'est un élément important. En France, on n'a pas du tout atteint un plafond de verre, on va dire, en termes de communauté de membres. On a encore pas mal d'efforts à faire là-dessus, et notamment on voit que en France, au début, BlaBlaCar, ça a commencé beaucoup auprès d'une population très jeune, une population étudiante, et puis de plus en plus, ça se seniorise. On a de plus en plus de personnes plus âgées qui rejoignent BlaBlaCar. Donc, pour vous donner une idée aussi là-dessus, aujourd'hui, on a un tiers des membres qui ont entre 18-25 ans. Qui sont sur BlaBlaCar, un tiers 25-35 et un tiers 35 et plus. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la répartition. Donc comme je le disais, BlaBlaCar donc est dans 22 pays aujourd'hui. Donc voilà, avec une présence un peu partout, voilà, au niveau du globe. Question technique purement stupide. Pourquoi pas l'Amérique du Nord, puisque c'est de là que vient l'idée de Frédéric Mazula. Pourquoi ça ne vous intéresse pas, ou c'est prévu, ou ils ne veulent pas de vous? Alors c'est pas prévu. En fait aujourd'hui on est plutôt en train de regarder par rapport à nos projets de développement à l'international. On est plutôt en train de regarder les opportunités en Amérique latine et en Asie. L'Amérique du Nord n'est pas stratégique pour nous, parce qu'en fait quand on décide donc rentrer dans un nouveau pays, on va regarder différents critères et notamment par exemple le prix de l'essence par rapport aux revenus par habitant, parce que la première incitation à faire du covoiturage, à utiliser BlaBlaCar, reste une incitation économique, donc partager ses frais. Et voyager à moindre frais. C'est vrai que par exemple aux États-Unis, l'essence ne coûte pas très cher. Il y a très peu de péages, donc il y a moins d'incitation déjà, d'incentive au niveau financier à faire du covoiturage. Il y a aussi des éléments, comme je disais en introduction, nous on est vraiment sur du covoiturage de ville à ville, donc ce qui nécessite quand même d'avoir un réseau de transport en commun au sein des villes qui permettent de rejoindre assez facilement les lieux de dépose ou de pick-up des conducteurs. La notion de ville aux États-Unis est assez différente que celle qu'on peut avoir dans d'autres pays, et le réseau de transport en commun est quand même très peu développé. Et puis après, on analyse aussi pas mal de données sociologiques, culturelles, notamment vis-à-vis de la propriété. Et c'est vrai que aux États-Unis, il y a un sentiment de propriété qui est très fort autour de son véhicule, chose qu'on a peut-être moins en Europe. On va pouvoir plus facilement optimiser ces ressources-là. Donc aujourd'hui, c'est pas
c'est pas voilà, une région qui est stratégique pour nous à ce stade. Donc voilà, donc pour finir sur les deux assets aujourd'hui de Blablacar, donc c'est d'avoir effectivement un tissu international et puis cette communauté de confiance que j'évoquais tout du long. Je continue. Il nous reste encore 5 minutes et puis après on passera aux questions-réponses. Ok, je fais vite alors. Donc par rapport à l'impact justement de Blablacar, donc il y a différents impacts. Le premier, c'est de créer en fait de nouvelles routes qui sont pas assurées par d'autres types de transports, donc d'avoir une mobilité croissante pour nos utilisateurs, d'avoir aussi une solution qui est abordable financièrement. La deuxième, donc, c'est d'optimiser des ressources qui sont sous-utilisées. Donc, on a fait une étude par rapport au taux de remplissage en fait des voitures en Europe. Donc, en moyenne, on est à 1,7 personnes par voiture, et avec Blablacar, donc on est à 2,8. Donc, ce qui permet notamment d'avoir un impact positif sur l'environnement, avec pas mal d'économies faites à ce niveau-là. On change aussi les comportements par rapport à la conduite. En fait, on a beaucoup de conducteurs qui commencent par être conducteurs sur Blablacar et qui passent qui sont aussi passagers sur Blablacar, donc ils vont pas prendre leur voiture, mais vraiment optimiser les voitures qui circulent actuellement. Voilà, pas mal d'impact positif en termes donc environnemental. Un impact positif en termes de sécurité routière, on l'a peut-être moins en tête, mais on a donc forcément le fait d'avoir des passagers dans sa voiture permet d'être moins sujet à l'ensommeillement au volant. Donc ça, c'est un impact très positif là-dessus. Et puis aussi le fait de transporter des membres Blablacar, on va être plus attentif au respect du code de la route. C'est ce qu'on a retrouvé chez nos membres. Donc à 75%, ils déclarent être plus attentifs là-dessus. Ils se sentent plus responsables aussi. Donc ça, c'est positif. Après, donc pour finir sur notre équipe qui se cache derrière Blablacar, qui on est aujourd'hui, qui travaille derrière ce projet, et puis un petit peu nos valeurs que j'ai déjà pu un petit peu évoquer. Donc aujourd'hui, chez Blablacar, on est 500 personnes à travailler chez Blablacar. Donc quand je dis 500 personnes, donc c'est à l'international. On a aujourd'hui des bureaux dans 15 pays. Avec le siège donc qui est basé à Paris, où on a à peu près 360 personnes qui travaillent à Paris. Et donc comment est-ce qu'on a organisé et à quoi ça sert tout ça, d'avoir autant de gens derrière. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, donc le HQ, donc le siège à Paris, on a bien sûr une équipe donc de tech, de développeurs mobiles, web, pas mal de personnes aussi dans la data, l'architecture informatique, donc ça c'est nécessaire. On a une équipe produit, donc là c'est plutôt une équipe qui va optimiser la plateforme existante, développer de nouvelles applications, de nouvelles features justement pour optimiser l'expérience membre. On a une équipe donc Member Relations, donc c'est toute l'équipe qui va répondre aux questions de nos membres sur la plateforme, qui va s'occuper de modérer tout ce qui est tout le contenu qui s'échange sur la plateforme. Donc on a une équipe marketing et design qui est elle basée à Londres, une équipe admin avec toutes les fonctions finance, RH, legal, et une équipe donc communication globale qui s'occupe de s'assurer des efforts, on va dire, des efforts communs en termes de communication à l'international. Et après, on a une équipe donc qu'on appelle Growth, donc croissance, qui s'occupe de soutenir la croissance de Blablacar à l'international. Donc c'est pas mal de profils de data analystes, donc qui aiment manier la data et en faire ressortir des recommandations stratégiques en termes de marketing et communication
pour nos équipes locales. Donc on a 15 équipes locales qui chacune vont vraiment, donc avec des fonctions en communication marketing, qui chacune vont gérer leur communauté de membres. Donc nous on a une structure qu'on appelle Glocal, donc c'est avoir une structure globale qui soit la même, mais au niveau local, s'assurer d'être en phase avec les besoins de la communauté, la culture, les spécificités culturelles, sécuritaires du pays. Donc voilà, en termes donc de recrutement, effectivement depuis, tous les ans on recrute beaucoup depuis 2009. Donc là cette année en 2016 on a 200 postes ouverts en CDI. On recrute quasi exclusivement en CDI. Sur des postes très variés pour toutes nos équipes que je viens d'évoquer. De la finance au marketing, au développement web, aux produits, product manager, analyse de données. Donc c'est assez varié. Et du coup, on a un site dédié blablacar.com/dreamjobs où vous pourrez retrouver pas mal d'informations là-dessus. Et je vais finir juste avec cette slide, du coup je reviendrai pas en détail là-dessus, juste vous en évoquer quelques-unes. En fait, on a des valeurs qui sont très importantes chez Blablacar. C'est vrai qu'on a une culture d'entreprise qui est phare, qui prend de l'importance. Et en fait, quand l'équipe était à 60 personnes, donc ils sentaient le potentiel de développement de Blablacar, ils sentaient que l'équipe allait grandir. Et ils sont posés pour se dire qui on est, quelles sont les valeurs qu'on a en commun et quel type de profil est-ce qu'on a envie de recruter pour nous rejoindre. Et donc du coup ils ont mis à plat ces 10 valeurs qui sont très concrètes. Si vous avez des questions là-dessus, je reviendrai un petit peu là-dessus avec plaisir. Mais qui sont très concrètes. On a pas mal d'actions en interne qui permettent de mettre en place ces valeurs. Donc une principale, c'est fun and serious. Donc c'est un peu l'état d'esprit de Blablacar, c'est d'être sérieux dans son travail, mais aussi savoir s'amuser et échanger ensemble. Donc si certaines vous interpellent, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est avec plaisir. Et je crois que je vais vous accorder encore quelques instants. Est fini. Ouais, Alban, je vais vous accorder encore quelques instants parce qu'on est quand même dans une manifestation qui s'appelle Start Plus et qui est là pour passer un peu la fibre entrepreneuriale à toutes les personnes qui sont dans la salle. Et je pense que vous pourriez aller aux 10 derniers conseils de Frédéric Mazella pour les entrepreneurs quand même, parce que c'est important. On a parlé un petit peu lui et de son parcours qui est quand même un parcours très scientifique et quelqu'un, vous l'avez compris, qui était passablement bien cortiqué d'origine, on peut dire ça comme ça. Et là, voilà, donc quelques conseils que Frédéric Mazella pourrait passer à travers vous aux gens qui sont dans la salle. Oui, super. Donc voilà, 10 conseils de Frédéric pour les entrepreneurs qui sont dans la salle. Alors, le premier, c'est donc be your most demanding customer. Ça, c'est le fait de, en fait, toujours, et pas seulement au début, parce que je pense qu'au début, on peut facilement ressentir le besoin de créer le produit ou le service auquel on va penser par la suite, mais continuellement, tester son produit et être son client le plus exigeant au final. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé. Même aujourd'hui, chez Blablacar, on est tous incités à faire du covoiturage et à faire remonter à chaque fois des feedbacks sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit sur la plateforme, sur la mise en contact avec les membres. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a toujours, même après 10 ans d'existence de naissance de covoiturage.fr, des retours à faire pour améliorer. Donc ça, c'est tout de l'avoir en tête. Le deuxième, pour ceux qui ont déjà monté leur boîte, vous savez que l'équipe, c'est un élément essentiel, notamment au début, mais pas que. Pour nous aussi, c'est toujours quelque chose qui est très important, on est exigeant là-dessus. Donc, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui ont des compétences complémentaires à soi et qui sont aussi plus fortes que soi, de toujours
voilà, aller chercher des personnes qui sont meilleures, c'est quelque chose d'important. Du coup, pour la petite anecdote sur comment est-ce que Frédéric Mazzella a su s'entourer au début et notamment a su trouver ses deux cofondateurs. Donc, par rapport à Nicolas Brusson, qui est le CEO actuel de BlaBlaCar, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'INSEAD, donc la formation en business school qu'il a faite. Donc voilà, qui a été intéressé par le projet dès le début et puis donc, du coup qui a rejoint BlaBlaCar. Et puis donc Francis Napes qui est le CTO. En fait, ils avaient un voisin en commun et puis ils sont allés dîner chez ce voisin et ils ont voilà échangé sur le projet. Et puis voilà, c'est une rencontre qui s'est faite assez naturellement. Donc c'est toujours voilà de garder les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour trouver les talents qui nous entourent. Le troisième, donc ce que je disais tout à l'heure sur l'expansion internationale de BlaBlaCar, ça a été dans l'esprit de Frédéric dès le début. Donc Think Global from Day One pour permettre justement un développement plus rapide malgré les contraintes que ça peut engendrer. Donc déléguer et puis voilà, savoir travailler en équipe, c'est essentiel pour pouvoir continuer de croître. Keep your eyes on the right metrics, donc c'est ce que Jérôme vous disiez tout à l'heure sur mais combien effectivement de personnes voyagent avec BlaBlaCar. Donc ça c'est un élément essentiel. On a une de nos valeurs qui s'attache à ça, à vraiment toujours regarder les vrais indicateurs de performance de BlaBlaCar. Ensuite, donc par rapport au levée de fonds, donc toujours avoir un objectif bien identifié pour pouvoir aussi mieux communiquer et mieux préparer, on va dire, ces dossiers pour les différentes levées de fonds. BlaBlaCar, différents éléments qu'on peut retrouver en interne. Donc la culture, c'est un élément important pour aussi fédérer les gens et faire en sorte qu'on ait tous la même vision voilà, autour de BlaBlaCar. Donc ça, bon, c'est lié à l'entrepreneuriat, mais c'est la prise de risque et le fait de pas forcément savoir à quoi demain va ressembler. Mais ça, je pense que c'est le propre de tout entrepreneur. Work hard and be persistent. C'est assez. Pour tous les étudiants. Voilà. Et le 10, enjoy the ride. Parce que l'aventure entrepreneuriale, je pense, c'est une aventure assez unique où il y a pas mal de choses à apprendre. Et en tout cas, nous, je sais que Frédéric Mazzella arrive bien à expliquer un petit peu son histoire et le parcours entrepreneurial de BlaBlaCar. Voilà pour les 10 conseils de Frédéric aux entrepreneurs qui sont dans la salle. Merci. Et de manière générale, pour votre présentation, la salle vous applaudit. Merci beaucoup, Alban. Et il nous reste 30 minutes pour des questions-réponses, que j'espère nombreuses. N'hésitez pas donc à dialoguer avec Alban. Y a-t-il des questions? La première est toujours très difficile à poser. Donc je fais ma blague préférée, je passe tout de suite à la deuxième. Voilà, monsieur, bonsoir. Oui, bonjour. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, à votre avis, est-ce que le modèle BlaBlaCar, est-ce que vous avez l'idée éventuellement de le développer sur d'autres sujets que la mobilité? Pardon ? Oui, alors très bonne question. En fait, pour l'instant, nous, notre objectif, c'est de continuer le développement de BlaBlaCar à l'international et pas forcément de diversifier notre offre sur voilà, d'autres secteurs ou autres. On souhaite vraiment rester sur le covoiturage longue distance et donc assurer le développement international et puis aussi apporter plus de valeur ajoutée aux produits. Donc c'est pour ça que notamment on cherche des partenariats avec des organismes, des entreprises clés. Par exemple, l'année dernière, on a créé un partenariat avec AXA pour justement avoir une assurance complémentaire pour tous les membres de BlaBlaCar, donc
pour l'instant, c'est déployé dans 3 pays, dont la France. Donc, c'est une assurance gratuite complémentaire pour tous les membres. Donc, voilà, on souhaite encore travailler sur le produit, perfectionner. On a encore beaucoup de travail à faire. Donc, pour l'instant, c'est l'objectif. Merci pour la réponse. Je me déplace pour apporter le micro. Alors, bonsoir, vous parlez de covoiturage longue distance, ce qui veut dire que vous excluez totalement le covoiturage courte distance, qui est quand même un des besoins qu'on voit notamment, enfin, je prends l'exemple ici sur Nancy, où il y a eu des projets de collaboration sur des technopoles, des choses comme ça, de courte distance, qui finalement s'avèrent toujours des échecs, soit du département, de la métropole, etc. Toujours est-il que ça n'existe pas, qu'on dit toujours Blablacar existe, mais finalement sur des courtes distances, rien ne se fait. Alors est-ce que c'est un problème d'échelle, un problème économique, ou est-ce que c'est simplement Blablacar qui s'est dit c'est pas intéressant pour nous et on se développe plutôt à l'étranger que sur des courtes distances? Ouais. Alors, merci pour la question. Effectivement, aujourd'hui, Blablacar, la moyenne du trajet effectué, donc c'est 330 km. Donc, effectivement, c'est plutôt une grande distance. En fait, nous, avec le business model qu'on a choisi d'avoir aujourd'hui, c'est vrai que le court distance est moins facilement applicable pour la simple et bonne raison en fait que quelqu'un qui va faire une courte distance, l'idée c'est quand même de partager les frais et du coup va être moins incité à partager 3 € et d'aller chercher 2 ou 3 passagers pour effectuer ce trajet régulier. En fait, sur Blablacar, en soi, c'est possible. Vous pouvez proposer votre trajet de covoiturage courte distance. C'est pas quelque chose qui est fermé, mais c'est vrai qu'avec le modèle qu'on a choisi aujourd'hui, c'est assez peu incitatif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on souhaite continuer sur le modèle de covoiturage plutôt longue distance aujourd'hui. Isabelle a une question. Oui, Alban, il a été question à un moment que la SNCF rachète Blablacar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette... Alors, bon, on était tous, enfin, en tout cas, nous, dans la famille, on est des adeptes, donc étonnés, inquiets. Et puis, ça ne s'est pas fait. C'est un fake. Voilà, donc est-ce que vous voulez nous en parler? Ouais, avec plaisir. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner au début. D'habitude, je commence par ça. Je vous aurais posé la question, de toute façon, donc... Bah, c'est parfait. En fait, c'est une rumeur qui court, dont on a du mal à se débarrasser. Il n'y a jamais eu de discussion, enfin quoi que ce soit, d'éventualité de la carte par la SNCF. En fait, cette rumeur remonte à il y a quelques années, lorsque la SNCF a choisi de racheter 2 sites de covoiturage donc qui existaient. Donc il y avait 1, 2, 3 en voiture et covoitureur.fr donc qui était enfin voilà, qui avait une petite part de marché par rapport à ce que Blablacar pouvait avoir à l'époque, et du coup ils ont racheté ces sites, et c'est vrai que ça a été très médiatisé sur le fait que la SNCF rachetait les sites de covoiturage, étant donné que Blablacar était le plus connu à cette époque-là. Il y a eu pas mal d'amalgames, et en fait la rumeur est venue de là, alors que la SNCF en fait a racheté ces 2 sites pour créer ID-Vroom, qui est aujourd'hui son service de covoiturage courte distance, où ils sont plutôt sur une distance domicile-gare, souhaitant offrir une offre complète à leur clientèle, du domicile jusqu'à l'arrivée. Donc du coup, on n'a jamais été en contact avec la SNCF, et il n'y a jamais eu d'échange là-dessus. Nos 3 fondateurs sont très attachés, sont là au quotidien chez Blablacar pour faire fonctionner la start-up, et c'est clairement pas un objectif de vendre Blablacar, pas du tout. Voilà, vous pourrez ranger les carnets de chèques dans la salle, ça n'est pas à vendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette belle aventure de Blablacar? Voilà, je vais vous passer le micro, jeune homme.
Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, je me demandais si l'ouverture du marché des bus, enfin, vous avez ressenti la nouvelle concurrence des bus en France sur le marché? Alors, non. Est-ce que vous avez ressenti l'ouverture, enfin, la légalisation du marché des bus, enfin, des liaisons en bus entre les villes en France? Ouais. Alors effectivement, c'est un élément qu'on regarde de près. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas un élément qui est venu perturber notre communauté de membres, d'utilisateurs et personnes qui voyagent avec Blablacar, mais c'est clairement voilà effectivement des éléments qu'on regarde de près pour la suite. Pas d'autres questions? Si, là. Moi, je vais vous faire un retour d'utilisateur. Attention. J'ai été conducteur. Ne le suis plus, Ouais. puisque aujourd'hui, j'ai vendu ma voiture et j'utilise Cities, que vous connaissez sans doute. Et sinon, effectivement, lorsque j'étais propriétaire d'une voiture, j'ai offert la voiture à des passagers. Ça s'est très bien passé. La fois où je l'ai fait comme consommateur, je suis allé 2 fois à Paris. Et à chaque fois, ça a été une mésaventure. La deuxième, c'était le 1er avril 2016. Donc vous pouvez retrouver éventuellement. Je m'appelle Thierry Besson. Et j'ai voulu effectivement signifier que le conducteur auquel j'ai fait appel avait une conduite qui m'a semblé un petit peu... C'est un jeune conducteur, en fait, il avait un A. Et effectivement, c'était... Donc je l'ai signalé, et ce qui m'a été dit sur la plateforme, c'est que l'avis était... Enfin, il serait informé de... Parce que j'ai tenu à ce que ça lui soit dit, à lui, qu'il le sache, que je n'avais pas apprécié le trajet avec lui. Et sur la plateforme, il me semble que j'ai lu qu'il ne serait informé de mon avis que dans 15 jours ou dans un mois. Et je me suis dit, ça n'avait aucune portée pédagogique, puisque dans 15 jours ou dans un mois, j'espère qu'il m'aura oublié. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui voilà, justifie ces 15 jours? Comment fonctionnez-vous au niveau de la modération, et notamment quand vous avez une modération négative? Alors du coup là c'est un avis que vous avez posté sur le conducteur, hein, on est d'accord? Oui. C'est pas un mail que vous avez envoyé à Blablacar, un mail annexe? Un avis, oui, sur la plateforme. Donc c'est un avis, ok. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le système d'avis que j'évoquais tout à l'heure sur le modèle de confiance. En fait, depuis peu, on a justement cette nouvelle application, enfin ce nouveau système d'avis qui permet donc à tous les conducteurs, les passagers qui ont voyagé ensemble, qui ont donc 14 jours pour déposer leur avis sans que le conducteur ou le passager le voit. Donc c'est un système qui est mis en place sur d'autres plateformes d'économie collaborative comme Airbnb, ce qui permet de se sentir plus libre aussi pour poster son avis et qu'il n'y ait pas d'avis qui soit posté en réponse, on va dire, à l'avis qu'on a eu. Donc ça c'est un système d'avis. Après, donc par rapport aux avis négatifs qui sont postés, nous, comme je disais, on a une équipe de 100 personnes qui travaillent chez nous et qui vont justement s'assurer, si vous avez posté un avis très négatif sur sa conduite, qui va s'assurer de prendre le relais et avoir des explications sur pourquoi est-ce que vous avez pensé ça, et donc reprendre contact avec vous. Si vous souhaitez, en plus de l'avis que vous avez posté sur la personne, informer à Blablacar de différents éléments qui sont passés pendant le trajet, vous pouvez donc envoyer une demande via notre formulaire de contact et ça sera directement pris en compte donc sous 3 jours par une personne de l'équipe et qui fera le suivi justement de votre requête. Sur les 200 personnes en CDI que vous allez embaucher, je vous passe la main tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les profils
Donc, vous recherchez, est-ce qu'il y a des profils différents? Oui, tout à fait. Donc c'est profils très différents pour toutes nos équipes. Donc on va avoir un premier pôle donc de développeurs, web. Donc nous on travaille avec PHP Symfony 2, développeurs mobiles aussi sur iOS, Android, des architectes IT. On va aussi rechercher des product managers. Donc là des personnes qui ont une vision business, gestion de projet, mais aussi On a failli l'entendre. Les projets techniques sur lesquels on travaille, des personnes plutôt en analyse de données, de data analyst, des personnes en communication, marketing, business development, aussi que ce soit business development au niveau géographique ou au niveau des partenariats que j'évoquais rapidement tout à l'heure, et puis des personnes donc sur des fonctions RH, finance, juridique également. Donc c'est des profils assez variés. Donc nous, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme, on a une moyenne d'âge de 29 ans, mais assez jeune. On cherche aussi des personnes plus expérimentées. 30 ans. On a une population. On a une population aussi très internationale. Donc pareil, comme vous le disiez, Jérôme, donc la langue de travail chez Blablacar, c'est l'anglais. Même au siège à Paris, tout le monde parle en anglais. On a plus de 30 nationalités chez Blablacar, et même au siège, c'est pas uniquement des nationalités différentes dans les équipes locales. Donc ça c'est un élément aussi important. Et puis pour ceux qui ont pu entreprendre par le passé ou qui sont intéressés justement par l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit qu'on recherche beaucoup chez nos candidats. Oui, parce que vous faites, alors évidemment, vous prêtez attention au CV, aux qualités du CV en matière d'aptitude technique, mais le savoir-être est très important chez vous. Vous ne jugez pas que sur l'aspect technique. C'est essentiel. Effectivement, on recherche vraiment des personnes qui soient motivées et passionnées. Et puis, même si elles n'ont pas nécessairement le niveau de compétence recherché, c'est vraiment la motivation, l'état d'esprit, la façon d'être qui va prendre le dessus. Donc oui, c'est clairement un élément fondamental dans le recrutement chez nous. Merci. Une question. Jeune homme, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'alliez pas sur le marché américain, notamment parce que c'était moins intéressant pour eux. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à vous développer fortement dans tout ce qui est Europe grâce à la crise économique? Et donc, est-ce que vous pensez que lorsqu'il y aura un regain à ce niveau-là, est-ce que vous pensez que vous aurez un recul économique de votre côté, ou vous avez vraiment changé la façon de penser des gens, et du coup ça continuera même si l'économie aura changé? Ouais. Très bonne question. Ah oui, très bonne question. Il en a même une deuxième visiblement. Donc non. On vous écoute, Alban, pardon. Alors, allons-y. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme, justement avec la montée en puissance justement de toutes ces structures dites de l'économie collaborative, et que c'est vraiment un changement de comportement et une réflexion sur est-ce qu'on va toujours chercher à produire plus, à produire plus de manière générale, ou est-ce qu'on va aussi essayer d'optimiser un petit peu les ressources qui sont à disposition, les ressources existantes. Ça, je pense que c'est une vraie réflexion qui est aujourd'hui assez aboutie dans la tête de pas mal de gens. Donc ce qui dirige, nous on le voit bien avec Blablacar, des gens qui ont commencé avec du covoiturage vont beaucoup plus facilement aller vers d'autres expériences justement de partage, de services, de produits. Donc je pense que ça dénote vraiment d'un changement de mentalité et de comportement qui va bien au-delà de la crise, des conséquences de la crise qu'on a pu expérimenter. Et puis nous, ce qu'on voit aussi sur Blablacar, c'est effectivement la première raison pour laquelle faire leur premier covoiturage, c'est effectivement pour des raisons financières, pour faire des économies.
Après, la raison pour laquelle est-ce qu'ils reviennent et continuent à faire du covoiturage, c'est vraiment pour une dimension aussi sociale, de rencontres, de partage d'expériences avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans un autre cadre. Et du coup, ça c'est un élément qui est quand même très fort aujourd'hui au sein de la communauté. On le voit, on a des profils, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas juste une cible étudiante qui cherche à minimiser les coûts de transport. On a aussi une population cadre qui a un emploi stable, un CDI, des revenus. Mais qui va quand même opter pour le covoiturage plutôt que d'autres formules de transport. Donc, je pense que c'est un vrai changement de comportement. Et puis vous, ça rentre parfaitement en ligne par rapport à votre parcours, cette économie sociale, solidaire, collaborative. Il y a un fil conducteur, puisque vous venez d'arriver, vous nous l'avez dit, mais bon, voilà, c'était aussi une de vos premières expériences, je crois, dans le monde de l'entreprise sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Personnellement, ça a été un choix, on va dire, dans ma réflexion, l'envie de justement d'avoir un emploi qui donne un peu du sens et qui a un impact positif sur l'environnement au sens large. Donc effectivement, j'ai connu Enactus, qui est une association qui est aussi déployée aux mines Nancy. Donc c'est vrai que ça a été un élément fort de mon parcours à titre personnel. Je voulais juste dire, en fait, vous avez dit que Frédéric Mazella avait fait un TEDx. Il est bienvenu au nôtre, s'il veut venir cette année. On l'accueille les bras ouverts. Voilà, vous avez grillé la communication avec le thème. Du coup, il écoute et il a tout coupé. On vous a perdu, Alban. M'entendez-vous? Ah, fin de réception. Voilà, bravo. C'est comment ton prénom? Est-ce qu'on peut relancer? Il faut qu'elle nous rappelle. Elle n'a plus de batterie dans son ordinateur. Ça peut arriver. Ouais. C'est vrai? Vous la voyez? Non. Sur le côté? C'est vrai? Bon. Donc, elle n'a plus de batterie. Et donc, chez BlaBlaCar, ils se partagent aussi les prises de courant. Donc là, elle cherche un bureau avec une prise. Mais en fait, dans ce qu'elle disait, donc le fait qu'il y ait en un la raison financière, en deux le fait que les personnes souhaitent avoir des relations sociales, le développement durable, il est l'un des piliers, donc n'est pas vraiment évoqué. Donc ça n'a pas l'air d'être dans la mentalité des personnes que de partager son véhicule pour polluer moins. Et j'aurais été intéressée, moi, pour qu'elle nous dise comment étaient calculées les commissions, les économies d'empreinte carbone sur les 500 000 tonnes. Voilà, parce que je me demande comment ils arrivent à chiffrer ça par rapport à quoi? Par rapport à une véhicule, quelqu'un qui est tout seul dans son véhicule, par rapport au... Ah, on vous a perdu, Alban. Oui, je sais pas. Ok. Alors on avait bienvenue à Monsieur Maziella. Donc pour un TEDx. Pour le TEDx Mine Nancy. Voilà, si jamais il avait un peu de temps au milieu du reste. Et puis, moi, j'avais une question à vous poser. Vous évoquiez en un la raison financière qui pousse les personnes effectivement à utiliser ou à proposer du covoiturage. En deux, donc le fait des relations humaines en fait qui se créent à cette occasion, le lien social. Et puis très peu l'aspect écologique en fait. Et du coup, je me demandais si c'était un fait que vous aviez constaté, c'est-à-dire que finalement, polluer plus ou moins, c'est pas la motivation des personnes. Et d'autre part, comment vous faites pour calculer les belles économies d'émissions de CO2 que vous nous avez montrées tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, effectivement, on a fait des études auprès de nos membres pour savoir justement un peu les incentives, les raisons pour lesquelles est-ce qu'ils venaient sur notre plateforme. Donc, effectivement, le côté écologique vient en 3e position. Donc, on a un intérêt moindre, on va dire, pour ces enjeux-là, qu'on essaye quand même de mettre en avant chez nous, notamment avec différents partenariats avec des associations qui travaillent sur ces enjeux-là.
Donc ça reste un point important pour nous, mais c'est vrai qu'il est moins prioritaire, on va dire, pour nos membres. Et puis donc concernant les chiffres donc qu'on a avancé, donc on a notamment un partenariat avec Total, donc pour travailler ensemble sur justement la réduction des émissions de CO2. Donc il y a des crédits donc du gouvernement liés à ça. Et donc du coup c'est à travers je ne saurais pas vous dire exactement le calcul, je l'avoue, mais du coup on travaille avec eux sur ce sujet-là et pour justement calculer les émissions de CO2 liées à la pratique du covoiturage. Merci. Moi, j'avais une question sur Blablacar et sa pérennité. Je ne voudrais pas casser le moral, mais avec tous les chiffres que vous nous avez donnés qui peuvent parfois nous donner le tournis, que ce soit en nombre de membres, en nombre de millions qui sont levés, Blablacar n'est toujours pas rentable. Est-ce qu'il y a un moment où, voilà, c'est toujours une start-up avec les risques que cela implique? Est-ce qu'il y a un moment où vous allez réussir à vivre de votre activité? Est-ce que c'est d'ores et déjà écrit? Et si oui, comment y arriver? Oui. Donc effectivement aujourd'hui Blablacar n'est pas rentable en soi, pour la simple et bonne raison que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a choisi, on a une stratégie d'expansion à l'international très rapide depuis les débuts, et on a on va dire une phase de mise en place de notre business model qui est progressive. Donc c'est-à-dire qu'en France, comme je l'évoquais tout à l'heure, on avait une plateforme gratuite, et puis on est passé à ce business, la mise en place de ce business model avec le système de réservation en ligne avec commission. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est implanté dans 3 pays sur les 22 où on est présent. Et du coup, le but, c'est aussi progressivement de pouvoir déployer ce business model afin d'être rentable. Voilà. Donc, c'est clair que ça reste un objectif pour nous pour justement continuer notre développement et à assurer notre activité. Et vous allez grandir comme ça encore longtemps, ou il y a un moment où le staff va se dire, bon, on a un certain nombre de pays suffisants et on arrête? Ouais. Alors pour l'instant, on se dit plutôt que the sky is the limit. Donc on a encore un potentiel de croissance assez important. Donc voilà, l'idée c'est de continuer notre développement aujourd'hui. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, je peux la transmettre. Oui, question sur votre stratégie. Pourquoi dans ces pays où vous allez, vous êtes d'abord gratuit et vous commissionnez seulement dans un deuxième temps? Pourquoi ne pas tout de suite être payant? Ouais. Effectivement, en fait, l'idée pour nous, c'est de déjà créer une communauté d'utilisateurs avec des conducteurs et des passagers, de créer ce vivier-là et de créer aussi, quand vous allez rechercher par exemple votre Paris-Nice pour ce week-end, au début il y a peu de membres, donc vous aurez une plus faible probabilité de trouver la personne qui part à l'heure que vous voulez, qui va vous déposer à l'endroit où vous voulez, et donc ça va pas forcément vous inciter à revenir, et qui plus est à payer en plus cette commission, et à revenir sur Blablacar. Du coup, nous, notre objectif premier au début, c'est de créer la communauté. Et aussi, il faut savoir que dans la grande majorité des pays où on s'implante, la pratique du covoiturage n'est pas connue. Donc du coup, il y a aussi la mise en place, l'institutionnalisation un petit peu de cette pratique du covoiturage qui concentre nos efforts, on va dire, dans la majorité quand on s'implante dans ces pays-là. Mais du coup, vous ouvrez la porte aux critiques, parce que vous savez que la littérature sur le web, on peut remonter très très loin. Et quand on a vu passer les Blablacar de gratuit à payant en France, j'ai retrouvé un certain nombre de littératures sur toutes les pages de Google. On a bien compris, il faut d'abord créer une communauté de membres, ça je comprends bien, mais alors après, il faut faire passer la pilule. Ouais. Alors effectivement, c'est intéressant aussi de voir les comportements par rapport à ça. Effectivement, en France, quand on est
passer à ce système de réservation en ligne. Avec la commission, effectivement, ça a fait pas mal de bruit. On a eu des... Elle a été virée du coup. On vous entend plus. Alban. Bon. Je suis désolé pour cet incident technique. On a failli avoir la réponse. Voilà, la question était trop BFM TV et du coup, elle n'a pas. J'ai fait mon Jean-Jacques Bourdin et du coup, pas. Stéphane Soubier, c'est pire encore. C'est vrai. Alban, êtes-vous là? Alban, une fois. Elle est en ligne? Non? Non, elle n'est pas en ligne. Est-ce qu'il se peut que sa connexion se soit pile coupée à 19h30 comme c'était prévu? Non. D'accord. 20h. Peut-être qu'à Paris, avec le décalage, non? Non, pas. Voilà, je suis désolé, on va être obligé de... Pour ceux qui sont intéressés par les questions de mobilité et de système de covoiturage, donc on héberge actuellement une start-up qui s'appelle Oscar, donc vers le département Info, le Tech Lab là-haut, près de Salah et de Martin Thiriot. Oscar travaille sur le covoiturage, mais de véhicules électriques, avec tous les problèmes que ça peut engendrer, parce que là, il faut recharger les batteries. Donc, ISDP travaille beaucoup là-dessus. Ah, désolée, c'était de mon côté. On vous laisse terminer la réponse, parce qu'on n'a rien entendu de la réponse donc, sur cette stratégie d'abord d'essuyer entre guillemets les plâtres et de faire passer la pilule. Ce sera la dernière question ou une des dernières questions. D'accord. Donc effectivement, par rapport à ça, on a vu en France, voilà, ça a fait pas mal de bruit sur le passage à ce système de réservation en ligne. Donc il y a eu besoin de faire pas mal d'explications, de sensibilisation en quoi ça apportait plus un service plus qualitatif aussi sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait moins d'annulations. Au UK par exemple, quand on est passé à ce système-là, voilà, on a été applaudis parce que pour les Anglais, le fait d'avoir un produit payant, ça c'était une garantie de sécurité et de viabilité en fait de la société qu'il y avait derrière. Donc voilà, on a vu effectivement des comportements assez différents par rapport à ce passage-ci. Voilà, nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire pas mal de sensibilisation et de communication sur les atouts de ce nouveau modèle. Et la dernière question pour monsieur. Oui. Je voulais juste faire une remarque. C'est tout simplement que la France n'est absolument pas un pays de business friendly. Alors qu'en Angleterre, c'est business friendly. Mais en France, c'est absolument pas le cas. On est à peu près 60 millions de jaloux. Donc forcément, une licorne, ça fait des jaloux. C'est la seule en plus. Ils sont 3. Alors, juste pour sourire sur la fin, alors Blablacar, on a bien compris. Moi, j'ai été très surprise du nom quand ça a changé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Ça me paraissait assez incroyable comme nom. Alors vous dites, bon, ok, blablabla, on a compris. Mais alors vous êtes dans X pays. Ça se décline, ça se comprend de la même façon. Parce qu'en indien, on dit blabla. Voilà, quand on dit je suis bla ou je suis blabla, quand on est un Indien ou quand on est... Voilà. Un Mexicain. Tout à fait, justement, nous, on a eu cette réflexion-là, parce qu'avant, le nom, c'était donc covoiturage.fr. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une marque qui puisse être intelligible dans un maximum de langues. Et du coup, après des études, justement, qu'on a pu faire là-dessus, c'est vrai que le terme blabla est compréhensible dans un nombre assez important de langues et de pays. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé d'avoir vraiment un nom, une marque qui puisse être déclinée dans tous les pays où on décide de s'implanter. Merci beaucoup. Merci Alban Giroux-Charéron. Merci à vous.
pour cette intervention à distance qui, malgré tout petits incidents techniques, a parfaitement fonctionné. On vous remercie beaucoup et puis on suivra évidemment avec intérêt la suite de l'histoire de Blablacar. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci à vous. Et simplement, si certains d'entre vous sont intéressés ou ont d'autres questions ou sont intéressés aussi par des opportunités chez Blablacar, je vous laisse mon mail comme ça de vive voix, ou sinon vous pourrez demander à Isabelle ou Jérôme de vous le donner. Mais donc rapidement, donc c'est Alban, ALBANE, .giraud, GIRAUD, @blablacar.com. Merci beaucoup. Voilà. Merci Si vous voulez envoyer bonne soirée. votre CV, vous pouvez toujours le faire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.